Joyeux apocalypse à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de votre émission favorite qui analyse la fin de notre société. Aujourd'hui, quelle est la décadence qui nous attend? C'est très simple, ça commence par un F, un M et un I. Tu l'as eu dans le titre, c'est le FMI, le frérot. De son petit nom, le Fonds monétaire international. Oh shit! Déjà, je sais pas vous, mais avec un nom qui claque comme ça, j'ai tout de suite confiance. Je sais que tout va bien se passer. C'est non. Mais avant que je continue avec mes vilains petits sarcasmes, est-ce que tu sais ce qu'est le FMI? C'est vrai qu'on entend parler que de temps à autre. Là, par exemple, la dernière fois, c'était avec le Sri Lanka et la petite virée piscine directement dans la piscine du président de la part du peuple, ce qui était assez marrant, on va pas se mytho. C'est génial! Dans ce pays, le FMI tente un petit peu de se réincruster dans les affaires de l'État parce qu'il a plus trop d'influence là-bas. Mais en gros, pour l'instant, le peuple est juste en mode... Ouais, mais c'est pas toi qui décide. Pour revenir à ce qu'est le FMI, pour avoir une éthique totalement journalistique, je vais laisser l'organisation se présenter elle-même avec leur petite description qu'ils ont sur leur site internet. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? Le Fonds monétaire international, FMI, s'emploie à assurer la croissance et la prospérité durable. Il soutient des politiques économiques qui favorisent la stabilité financière et la coopération monétaire, d'accord. Le FMI est gouverné par ses pays membres auxquels il rend compte de son action. Ses actions, c'est quoi? Promouvoir la coopération monétaire internationale, favoriser l'expansion du commerce et de la croissance économique, décourager les politiques économiques susceptibles de nuire à la prospérité, tout ça pourquoi? Améliorer les conditions de vie des populations, mais waouh! Incroyable! Oh, le truc de baiser. Je suis désolé FMI, on est parti du mauvais pied toi et moi. Apparemment, je t'ai mal jugé, tu peux pas être aussi méchant. Après tout, tu n'es qu'une organisation internationale qui t'occupe de pays en faillite. Attends voir. C'est-à-dire que... Tu mens. C'est-à-dire que, regarde, Tu mens. parce qu'aujourd'hui les gens... Wallah, tu mens, frère. Qu'est-ce que tu caches sous ton sourire? Oh, quelle surprise, les États-Unis. Encore. Je pensais pas vous voir aujourd'hui. Et oui, une fois n'est pas coutume, les États-Unis contrôlent une organisation internationale. Mais pour comprendre comment est-ce que ça se fait, il faut déjà qu'on comprenne comment fonctionne le FMI, et pour comprendre comment est-ce que le FMI fonctionne, il faut revenir à sa création. Je vais pas avoir le temps de m'attarder ici sur ce qu'on appelle la méthode Bretton Woods. De toute façon, je suis pas sûr d'avoir entièrement compris, mais bon, c'est pas très grave. T'es bête! T'es nul! Mais il va quand même falloir que je refasse un résumé assez grossier pour qu'on puisse un petit peu avancer. Alors c'est parti pour un petit voyage dans la deuxième partie du XXe siècle. Retour vers le passé. Il y a une époque où on s'était dit que ce serait quand même pas mal que toutes les monnaies soient indexées sur une valeur stable, par exemple l'or, histoire qu'elle ne fluctue pas trop et que ce soit plus facile pour faire des échanges internationaux. Sauf qu'au bout d'un moment, on s'est rendu compte de quelque chose que vraiment personne n'avait pu prévoir, l'or n'apparaît pas magiquement dans les banques. On ne peut pas imprimer de l'or comme on imprime des billets. Voilà, c'était ça le problème. Ils n'avaient pas pensé à ça. Donc forcément, arriverait bien un jour où la masse monétaire internationale dépasserait largement notre capacité de production en or. Mais alors, qu'est-ce qui se passerait, me diriez-vous, si d'un seul coup tout le monde décidait d'échanger son argent contre de l'or? La fin du monde. Voilà, c'est tout. C'est exactement ce qui se passerait. Toutes les banques feraient faillite, tous les marchés feraient faillite, on serait dans la merde. Voilà, tout simplement. Ça va, c'est qu'un... Lingot d'or. Qu'est-ce qu'on risque? Heureusement, les États-Unis étaient là, encore une fois, c'est grâce à eux qu'on s'en sort. Le pays est venu avec une idée super originale qu'ils nous avaient jamais proposée, contrôler le monde. Encore. C'était sûr en fait! C'est, je sais pas, c'est des méchants Disney, je pense. En gros, l'idée, ce serait que seulement le dollar reste indexé sur l'or pour qu'il reste une monnaie assez stable, et que toutes les autres monnaies, elles, seraient indexées sur le dollar. Donc, si d'un seul coup, la majorité du monde se mettait à avoir besoin de valeur refuge, donc à ce moment-là, quasiment uniquement le dollar, parce que l'euro n'existait pas encore, et ben il suffirait en gros que les banques centrales de chaque pays demandent un petit peu plus de dollars à la banque centrale américaine. Oui, et au passage, c'est vrai que ça ferait de la banque centrale américaine une espèce de banque centrale mondiale, mais c'était pas prévu les gars, c'est juste un effet collatéral, j'imagine. Mais le problème, c'est que la banque centrale américaine va pas juste produire des dollars à l'infini, sinon bah ça fait de l'inflation tout simplement. Donc c'était un système qui ne pouvait pas forcément plus marcher que celui de l'or, parce que finalement, si la banque centrale américaine ne produisait pas assez de dollars, les autres populations finiraient simplement par investir dans l'or et on se retrouverait avec le même problème que des décennies plus tôt. À moins qu'une petite organisation permette de réinjecter dans les dollars dans des pays qui en manquent, tout en prélevant au passage quelques intérêts, parce que, c'est pas parce que je viens de donner 1 euro à un SDF que je peux pas voler son chapeau. Il a rendu un service, après tout, j'ai bien le droit d'avoir un petit salaire. Évidemment, une organisation de ce type avait forcément pour vocation de devenir extrêmement influente à travers le monde si elle était acceptée par la majorité des pays. Or, à l'époque, être la tapin des États-Unis pour un pays européen, c'était vraiment le meilleur moyen de gagner sa vie. Ah, j'en ai trop marre, sérieux. Oh wow! Donc le système de banque centrale mondiale directement en Amérique et du FMI s'installa bien tranquillement sans aucune opposition. Ouais, quand même un peu d'opposition,
mais vraiment pas beaucoup quoi. Mais évidemment, face à une organisation aussi influente, les États-Unis n'avaient pas envie de laisser s'éparpiller son pouvoir. Alors, à la création de l'organisation, il a été décidé que les voix seraient distribuées entre les pays en fonction de leur poids économique. Ce poids économique était déterminé à partir de 4 facteurs: le PIB, le taux d'ouverture du marché, le taux de variation de l'économie et les réserves de change du pays. Ce qui implique donc dans un premier temps que coopération internationale, oui, mais en même temps les pays pauvres... Mais c'est même pas le plus drôle. Au moment de la création du FMI, ce sont les États-Unis qui ont rédigé les statuts et qui ont attribué les premières quotes-parts, qui leur a permis de se doter automatiquement de 16 à 17% des voix, ce qui est évidemment bien supérieur à la plupart des autres pays, d'où la France par exemple ça a été entre 4 et 6, mais vous allez voir, c'est même pas le plus vicieux. Les statuts du FMI précisent que pour qu'une décision soit adoptée, il faut une majorité de 85%. Or, devinez qui dans l'histoire du FMI a toujours eu entre 16 et 17% des voix, lui accordant automatiquement un droit de veto? Les États-Unis, encore. Comme c'est bizarre. Oh alors. Et voilà, c'est comme ça que le pays peut contrôler le FMI. Non seulement il a un droit de veto sur toutes les décisions, mais pire, il est le seul à l'avoir. Ce qui implique donc qu'aucune décision du FMI ne peut aller à l'encontre des intérêts des États-Unis. Et je dirais même qu'on peut dire ça dans l'autre sens, vu la tendance un petit peu impérialiste du pays. Toutes les décisions d'une organisation visant à réguler le marché monétaire mondial doivent aller dans le sens des États-Unis. Du coup, je sais pas vous, mais je trouve ça un petit peu bizarre d'être à la botte d'un gouvernement pour une organisation non gouvernementale. Mais avant de revenir sur le rôle malsain que jouent les États-Unis au sein du FMI, j'aimerais bien qu'on revienne un tout petit peu sur les quotes-parts parce qu'il y a encore quelques petites magouilles rigolotes. Premièrement, le montant d'aide qu'un pays peut espérer recevoir dépend de sa cotisation. En gros, annuellement, il peut espérer recevoir 135% de sa cotisation, ce qui implique donc qu'en cas de crise économique majeure, ce seraient les plus riches qui recevraient la plus grande aide, pendant que les gros losers là n'ont pas su payer des millions de dollars. J'en ai rien à foutre. Allez tous vous faire enculer. Mais ça, c'est pas encore le plus drôle. Si je vous parle d'un pays avec une croissance avant le Covid de 6 à 7%, le deuxième PIB le plus important du monde, et le premier exportateur au monde très loin devant les États-Unis, vous devriez logiquement me dire que sa quote-part doit ne pas être très différente de celle des États-Unis. Évidemment, peut-être qu'il y a quelques magouilles qui font que ce pays a 14% pour éviter d'avoir un droit de veto, mais ça doit pas être bien loin. Eh bien pas du tout. Évidemment, ça n'est pas le cas. La Chine, puisque c'est évidemment d'elle dont je parle, avait en 2019 6,41% des voix, contre du 7,46% pour les États-Unis. Et en gros, si tu poses la question au FMI, pourquoi est-ce qu'il y a une telle différence de 11% entre les deux pays, on va principalement te répondre... Le pire, c'est que la Chine ne peut même pas décider de payer plus pour avoir les voix qu'elle devrait posséder normalement. Il faut qu'on lui autorise à donner plus d'argent. C'est quand même super bizarre comme fonctionnement, vous êtes pas d'accord? J'ai rarement vu par exemple des démarcheurs de la Croix-Rouge te dire non, attends avant de me donner de l'argent. Là j'ai pas envie là, pas maintenant. Normalement, si on voulait œuvrer pour le bien commun, on devrait apprécier l'argent venu de n'importe où, peu importe les opinions politiques finalement. Ceci dit, est-ce que ça me dérange sincèrement que la Chine n'ait pas de pouvoir au sein d'une organisation prédatrice envers les pays en faillite? Je pense que c'est une autre histoire. Une histoire d'ailleurs assez marrante aussi, sur laquelle on reviendra dans un épisode dédié à l'annexion de l'Afrique par la Chine. Voilà en gros ce qu'il fallait savoir sur le fonctionnement du FMI. On parle de coopération internationale, mais seulement pour les pays qui en ont les moyens. C'est une ONG, mais quand même dirigée par un gouvernement. Bon, soit dit en passant, je pose juste ça là. Bizarrement, le siège social a été construit à 2 pâtés de maison de la Maison Blanche. Bah c'est fou, le hasard, le monde est petit. Et enfin, si des pays devraient normalement avoir plus de pouvoir au sein du FMI, mais qu'on n'a pas trop envie de leur donner, on peut juste leur dire d'aller se faire foutre. Et bah c'est super top, je vois pas ce qui pourrait mal se passer maintenant. Il ne faut pas avoir peur. Bon, maintenant rentrons un petit peu plus dans le vif du sujet. Que fait le FMI concrètement quand il dit qu'il va aider un pays à se remettre d'une crise? Des politiques d'austérité, tout le temps, partout, à chaque fois. Réduire les dépenses publiques, augmenter les impôts, c'est tout, point final. Ce qui en soi, vous allez me dire, n'est pas forcément complètement stupide. Oui, quand c'est un petit peu la dèche, faut savoir se serrer la ceinture, quoi, c'est tout. Et le problème, c'est que les plans du FMI, ils s'arrêtent pas là. Je suis très malin, je suis un chétan dans ma tête. Je suis de 143. Mais avant de voir à quel point l'organisation est vicieuse, il faut que je vous explique un petit peu c'est quoi le schéma type d'un pays en faillite qui aurait besoin de l'aide du FMI. Prenons un pays pauvre du PIF qui a des ressources très faibles et très peu de poids politique, et imaginons qu'une année, sa production nationale ne permette pas de couvrir les besoins de tous ses citoyens. Il reste alors 2 solutions pour un dirigeant. La première, laisser mourir de faim sa population, ce qui n'est pas très sympa, et la deuxième, emprunter sur les marchés financiers. Sur une année, c'est pas très grave, sauf que si dans les 365 jours qui vont suivre, l'État n'arrive pas à redresser complètement sa barre économique, alors c'est foutu pour lui. Parce que l'année d'après, il aura encore besoin de l'argent pour nourrir sa population, mais en plus, il aura des
des intérêts à rembourser. Sauf que de l'argent, il en a toujours pas. Donc il devra emprunter encore plus pour pouvoir rembourser les intérêts. Mais plus il est endetté, et plus ça devient risqué pour les investisseurs. Enfin, en théorie, on va voir ça après. Mais en tout cas, plus un investissement est risqué sur le papier, et plus les intérêts vont augmenter. Et donc, année après année, le pays sera forcé d'emprunter toujours plus pour rembourser ses derniers emprunts, tout en s'endettant de plus en plus de manière exponentielle. Tout ça jusqu'à ce qu'un beau jour, il devienne insolvable. En gros, c'est-à-dire qu'il se place en faillite, il n'est plus en capacité de rembourser, et donc, de manière générale, la plupart des marchés financiers ne voudront plus lui prêter de l'argent. Là, tu m'as bien ralasse. Là, je vais rentrer, je vais me bloquer. Et c'est là qu'heureusement intervient le FMI en grand prince, parce que oui, l'organisation va accepter de lui prêter de l'argent là où plus personne ne lui fait confiance. Trop sympa. C'est suspect, hein. Ça fait le guet-apens, hein. C'est louche cette histoire. Sauf qu'en fait déjà, c'est une aide qui est plutôt intéressée. Puisque les marchés financiers ont prêté de l'argent et s'attendaient apparemment à le récupérer, alors même qu'ils devaient sûrement savoir que le pays allait tomber en faillite, et ben l'argent que va prêter le FMI permettra de rembourser ces marchés financiers, tout en forçant ce pays à récupérer un maximum d'argent en réduisant ses dépenses et en augmentant ses impôts pour donner toujours plus d'argent à ces mêmes marchés financiers. Vous allez peut-être trouver ça horrible, mais vous auriez tort. On est dans un monde globalisé. Toutes les grandes transactions marchandes sont interconnectées. Alors imaginez qu'un pauvre investisseur ne récupère pas sa mise, qu'il a pourtant parié sur un pays absolument en faillite. Ce serait dramatique, non? Les marchés financiers pourraient s'ébranler, les bourses pourraient s'affoler, voire s'effondrer. On va quand même pas laisser le monde exploser sous nos yeux. En fait, vous savez quoi, on devrait même remercier le FMI de nous sauver la vie. Non. Tout investisseur digne de ce nom aurait dû savoir que ce pays allait finir en faillite. Et en fait, ils le savent très bien. Ils s'attendent potentiellement à ne pas recevoir leur argent. C'est donc assez étonnant de se dire qu'ils ont prêté à ce pays. Je veux dire, si tu vas à une banque en demandant un emprunt de 1 million d'euros et en disant que tu ne gagnes pas d'argent, peu de chances que le banquier dise ouais, ok, ça me va, vas-y, tiens. Sauf qu'en fait, si on a un gigantesque garde-fou international qui s'assure que les pays endettés finiront quand même toujours par avoir de l'argent pour rembourser les marchés financiers, alors on comprend bien plus que les investisseurs prennent ce risque. Parce que c'en est même pas un. C'est comme si je te disais que tu pouvais parier 1000 € sur Quimper le Real, parce que de toute façon, même si tu t'étais trompé sur ton pari, bah en fait non, tu t'étais pas vraiment trompé, on s'arrange entre nous, t'inquiète. Et pendant que vous avez râlé sur votre clavier, moi j'ai touché le chèque. Ah ouais. Et donc, face à cette situation, c'est logique que les investisseurs en profitent. Ce serait même illogique de leur part de faire autrement. Parce que, comme on l'a dit, plus un pays est dans la merde, et plus les investisseurs vont gagner de l'argent grâce aux intérêts. Donc si en plus le FMI leur promet que de toute façon, ils finiront par récupérer l'argent, rien ne les pousse à ne pas le faire. Plus le pays est en faillite tout en étant maintenu sous perfusion par le FMI, plus les marchés financiers s'en mettent plein les poches. Ce qui veut dire que nous tous, toi, moi, tant qu'on paye des impôts, finance un petit peu tous, via la quote-part française au FMI, des investisseurs pour les remercier d'avoir permis à un pays d'être en faillite. Bravo les gars, cet argent vous l'avez mérité, d'accord? Enfin, il y a une dernière chose dont j'adorerais pouvoir beaucoup parler, mais la vidéo commence déjà à se faire longue, et donc je vais devoir un petit peu la résumer. Parmi les mesures qui sont imposées à un pays en faillite par le FMI, il y a bien souvent l'obligation d'ouvrir son marché et son industrie aux investissements étrangers. Ça peut paraître un peu banal et anodin dit comme ça, mais en fait, ça l'est pas du tout. On se retrouve donc avec un pays qui n'a plus de force économique de lui-même et donc une industrie très faible, qui se retrouve forcé de laisser d'autres pays développer son industrie à sa place. Alors oui, vous pourriez me dire, mais Mathieu, au moins ça crée de l'emploi, et puis en plus les entreprises elles sont taxées donc ça fait de l'argent dans les caisses de l'État, donc ça va. Sauf que non, parce que c'est plus mesquin que ça. Comme je vous l'ai dit, le FMI impose d'énormes politiques d'austérité. Donc le pays ne pourra pas réinvestir l'argent obtenu ainsi pour développer ensuite lui-même son industrie. Ça servira quasiment uniquement à rembourser ses débiteurs, et quand bien même ce ne serait pas le cas, le FMI ne le laissera de toute façon pas réinvestir dans son industrie. On a donc un pays dont les investissements étatiques sont régis par le FMI et dont l'industrie est contrôlée par des investissements étrangers. En fait, le pays est à terre et il n'a aucune chance de se relever. Nul, Germain. Nul, espèce de maïs. Nul, Germain. Voilà que c'est pas cool, frère. Tout simplement parce que l'industrie nationale, si elle ne peut pas recevoir des subventions, elle n'a aucune chance de faire concurrence aux entreprises venues de l'étranger qui sont complètement boostées aux investissements de capitaux qui viennent d'ailleurs. Et les investisseurs, eux, justement, parlons-en, ils ont tout intérêt à ce que la situation économique reste comme ça. Ce qu'ils vont faire dans le pays là-bas, c'est pas mettre en place une industrie sympathique qui va permettre à la population de consommer mieux. Pas du tout. La majorité de ce que ce pays va produire, ce sera pour l'exportation. Donc si les industries s'intéressent à ce pays, c'est pas pour son marché local, c'est parce que la main-d'œuvre y est pas chère. Donc le CEO avec son costard cravate et son tableur Excel, il a aucun intérêt à ce que la population aille mieux. Au contraire, parce que ça lui permet d'avoir des rendements bien supérieurs à ce qu'il pourrait avoir dans n'importe quel autre pays. Et justement, vous savez qui aime beaucoup l'argent et n'a pas trop de scrupules à faire chier sa population? Les dictateurs. Oui, vous avez bien entendu.
Le FMI finance des dictatures. Voilà, c'est tout. Bon, les plus sceptiques me diront peut-être que oui, c'est une erreur de parcours, une erreur de jeunesse finalement, un truc qu'on fait tous. Peut-être que s'il arrivait une ou deux fois qu'un investissement aille dans un pays où il y avait un dictateur, ben c'était malencontreux, c'était pas voulu. Alors si c'est ton cas, écoute bien. C'est arrivé donc en Zambie, au Rwanda, en Somalie, en Algérie, au Chili, au Brésil, au Nicaragua, au Mozambique, au Congo et en Roumanie, parmi tant d'autres pays. Dans ces pays, les pouvoirs absolument calamiteux des dictateurs n'ont tenu le coup que parce qu'ils étaient biberonnés par le FMI. C'est donc une ONG qui finance des dictateurs pour pouvoir plus facilement asseoir sa domination économique sur le pays grâce à un petit pantin politique qu'on garde à la tête de l'État en lui donnant un petit peu d'argent. C'est exactement comme si ces pays étaient des espèces d'États fantoches du FMI, donc par extension en plus des États-Unis. Et bon, ça va, sans les investissements du FMI, il y aurait des guerres civiles là-bas, donc ils devraient s'estimer heureux quand même. Alors tu fais bien de le dire, il faut que je vérifie un petit truc dans le dictionnaire. Colonialisme, doctrine visant à légitimer l'occupation, la domination politique et l'exploitation économique de territoires par certains États. Tiens donc! Bon, bah je pense que tout le monde l'aura compris maintenant, le FMI c'est rien de plus qu'une incarnation du 7ème cercle de l'enfer directement sur Terre. Mais pas de panique, ça pourrait bien ne pas durer. Oh merde! Oh, c'est con ça! Parce que en fait, honte sur moi et toute ma descendance, je vous ai un petit peu menti au début de la vidéo. Le budget du FMI n'est pas uniquement composé des quotes-parts versées par les États membres. En fait, une énorme partie de son budget provient de prêts qu'elle contracte auprès d'autres pays, principalement des pays européens. Or, je sais pas si vous l'avez remarqué, mais c'est la merde en ce moment en Europe. Donc, j'ose espérer, avec ce que nous dit notre bien-aimé président sur le fait qu'il va falloir se serrer la ceinture en hiver, que ça vaudra aussi pour cet argent qui est balancé par les fenêtres. Mais qui dit moins de prêts, dit moins d'argent évidemment, mais qui dit moins d'argent pour le FMI, dit moins d'influence. Et moins il a d'influence, et moins les marchés financiers auront de raisons de croire en sa capacité d'être un régulateur du marché. Et donc potentiellement, les risques qui existent normalement dans tout investissement vont réapparaître progressivement. Et donc la machine à cash vicieuse qu'ils ont mis en place finira petit à petit par devenir de plus en plus risquée et de moins en moins rentable. Mais ça, c'est uniquement l'avenir qui nous le dira. Maintenant la question c'est est-ce que nous on peut faire quelque chose à notre échelle? Bah alors comme pour beaucoup de choses dont je vais parler dans cette émission, bof en vrai. On n'a pas énormément de pouvoir, ça il faut bien s'en rendre compte. Mais il n'empêche que c'est une décision faite par les politiciens. Or, c'est très bien que les politiciens, ils aiment bien être élus. Et pour être élus, beaucoup aiment bien faire un petit peu de démagogie. Donc s'ils se rendent compte que, ah tiens, la population française, on a quelque chose à foutre qu'on finance des dictatures, et bah ça va forcément petit à petit remonter dans le débat public, et ça va forcer les politiciens à prendre des mesures, à prendre de nouvelles positions. Donc d'habitude, je trouve ça un petit peu con-con, mais là, si tu veux sortir ta meilleure story Instagram, ou partager cette vidéo sur n'importe quel réseau social, ou même simplement en parler à tes proches, et bah c'est le moment. Plus on en parlera, et plus on aura de chance que ça finisse par s'arrêter un jour. Voilà, cette vidéo est terminée et elle doit être sûrement très longue. Merci d'être resté jusque là, je pense que même moi j'aurais pas tenu. Si elle t'a intéressé, tu connais un petit peu la rengaine, n'hésite pas à mettre un petit pouce bleu et à t'abonner, à mettre un commentaire, tout ça pour le référencement, ça me ferait super plaisir. Et sur ce, profitons bien nos derniers jours sur Terre, parce que l'apocalypse n'est jamais loin.